Vous êtes en couple, vous êtes célibataire, vous venez de faire votre rencontre un peu, vous avez 10, 20 ans, 30 ans de mariage, ou vous nagez entre 20 à 70 ans, vous avez probablement rencontré des problèmes, vous vous êtes posé des questions sur la sexualité dans votre vie. Et grâce à Dieu que nous avons des personnes qui sont experts en la matière, qui connaissent le travail, parmi lesquels aujourd'hui nous recevons une qui va nous expliquer, qui va répondre à nos questions sur Afro-Canada Télévision. Bonjour Madame Fabienne d'Haïti. Bonjour Monsieur Philémon. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et si vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs qui vous suivent, qui est Madame Fabienne d'Haïti? Donc, comme l'a dit Monsieur Philémon, mon nom c'est Fabienne d'Haïti. Je suis haïtienne. Et je suis diplômée de l'UQAM depuis 2012 en sexologie. Et depuis 2012 environ, je fais beaucoup de conférences, surtout au niveau de l'éducation à la sexualité auprès des jeunes. Je fais des conférences pour les couples et aussi à mon bureau. Donc, je reçois des gens en individuel ou en couple pour parler de toutes sortes de sujets, de problématiques que les personnes peuvent vivre. Ça fait plaisir, Madame Fabienne. Sexualité, déjà, dans notre milieu, c'est quelque chose qui est comme tabou. Comment vous le prenez? Étant donné que je voulais vraiment travailler avec le public, je voulais rejoindre une panoplie de personnes différentes. Donc, j'avais le choix entre sciences politiques, théâtre et sexologie. Quand j'ai regardé, j'ai lu les fascicules des trois, donc sexologie m'avait l'air d'être très intéressant. Puis quand il fallait que je choisisse, on m'a répondu justement en sciences politiques, on m'a répondu en sexologie, et j'avais oublié d'écrire une date pour une entrevue en théâtre. Donc c'est pour cela, peut-être, j'aurais pu choisir théâtre, mais j'ai choisi entre la politique et la sexologie, j'ai choisi sexologie. C'est vrai que les termes sexologie, sexualité, ça crée beaucoup de confusion dans la tête. Est-ce que vous pouvez nous différencier ces deux termes entre la sexologie et la sexualité? La sexologie, ce qu'elle est, c'est vraiment la science qui étudie la sexualité humaine. Donc, étant donné que l'être humain en tant que tel est un être très complexe, donc c'est une science pluridisciplinaire. Donc, il va aller chercher dans plusieurs disciplines, comme la médecine, on va parler du corps humain, on va parler beaucoup de biologie, on va parler aussi beaucoup de psychologie, on va aller aussi au niveau de la sociologie. Donc, c'est une science pluridisciplinaire qui n'est pas comme la psychologie, on va parler vraiment de la pensée de l'être humain, mais la sexologie, donc l'être humain, c'est complexe. Donc, par rapport à la sexualité. Donc, la sexologie, c'est la science qui étudie la sexualité humaine. Donc, la sexualité, ce qu'elle est. Donc, pour la définir, il n'y a pas nécessairement une définition en tant que telle, mais ce qu'on peut dire, c'est que la sexualité, elle fait partie intégrante de l'être humain. Donc, elle se développe tant dans l'enfance jusqu'à la vieillesse. C'est une progression, c'est un processus, parce que la sexualité d'un enfant est différente de la sexualité d'un adulte. Donc, c'est une progression, il y a une évolution au travers d'un corps qui évolue, qui se développe. Ce qu'on peut dire aussi de la sexualité, c'est quelque chose de naturel. Elle est naturelle. Elle est aussi, elle se vit au travers de la pensée, au travers des attitudes, au travers des mœurs, au travers des comportements. Et aussi, lorsqu'on parle de sexualité, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a plusieurs dimensions. Tantôt, on a parlé de on va y arriver sur les dimensions de la sexualité. C'était trop rapide. Merci beaucoup. Mais est-ce qu'on doit faire la médecine ou bien on doit être médecin pour être sexologue?
Spécifiquement au Québec, c'est vraiment l'UQAM, c'est le seule université où on offre le programme en sexologie. Donc c'est vraiment un programme où pour commencer on fait un bac de 3 ans. On étudie beaucoup tous les aspects de la sexualité, mais dans d'autres pays, par contre, comme la France, je crois, ce sont plutôt des professionnels de la santé qui prennent des formations en sexologie. Je ne sais pas comment ça fonctionne en France ainsi qu'aux États-Unis, mais je sais que au Québec, en Nord-Amérique, en Amérique du Nord, c'est vraiment l'UQAM est le seul université qui offre le programme. Ouais, je voudrais savoir quand est-ce que nous devrons normalement consulter un sexologue. Par rapport à quoi, par rapport à quelle réalité qu'on doit aller chez un sexologue pour le consulter. Donc, ce que je dis, il n'y a pas nécessairement un temps en tant que tel pour aller consulter un sexologue, mais ce qu'il faut comprendre par rapport à la sexualité, c'est que déjà, la sexualité est un sujet tabou. Donc, vu que c'est tabou, on peut avoir des distorsions cognitives, des pensées, des préjugés par rapport à la sexualité. Oui. Donc, aller dans une conférence ou aller voir un sexologue, c'est toujours très approprié. On n'a pas juste à voir, on avait un préjugé par rapport à un sujet, d'avoir un professionnel qui nous éclaire par rapport à ce préjugé, parce qu'un préjugé, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous fait peur, et la peur nous rend réticents. Et lorsqu'il y a de la réticence, il n'y a pas de la liberté, on n'est pas libre de faire quelque chose. Donc, pour répondre à la question, on devrait tous consulter, je parle pour ma paroisse, on devrait tous consulter un sexologue. Oui. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des problématiques pour aller consulter. Mais puisque les gens, parfois, ils sont réticents, ils voient la sexualité, c'est quelque chose qui est très intime, et que parfois, ils ont honte, ou d'autres qui se gênent de divulguer leur sexualité à quelqu'un. C'est quel genre de personnes qui vous consultent les plus? Je pense qu'il n'y a pas de... le portrait, comme je disais, c'est les gens ne devraient pas avoir honte de consulter. Tout le monde qui cherche à s'épanouir, au niveau de sa sexualité, comme j'avais décrit tantôt, la sexualité, c'est quelque chose qui fait partie intégrante chez l'être humain, tant dans l'enfance ou à l'âge adulte jusqu'à la vieillesse. On a tous intérêt, si on a ne serait-ce qu'un point d'interrogation, je pense que c'est important de consulter, ça va faire plus de bien. Plus on connaît, mais plus on va s'épanouir en tant que personne, en tant qu'individu ou en tant que couple. Mais entre les hommes et les femmes, lesquels qui vous consultent les plus? Pour ma part, il n'y a pas de... Comment je pourrais dire, il n'y a pas de différence. Je reçois autant de couples. Comme je disais tantôt, je fais beaucoup de conférences, surtout en éducation à la sexualité auprès des jeunes, justement, comme c'est important de faire de l'éducation à la sexualité auprès des jeunes. Comme l'éducation à la sexualité, pour moi, c'est une prévention aux agressions sexuelles, parce qu'on sait que, surtout dans notre société, il y a eu un éclatement comment je pourrais dire, de gens qui dénoncent l'agression sexuelle qu'ils ont vécue dès l'âge de 5 ans, dès l'enfance. Donc, pour faire un petit aparté, l'éducation à la sexualité auprès des jeunes, de nos enfants, dès le jeune âge, c'est quelque chose de très important. Mais parmi toutes les gens que vous avez reçus durant vos consultations, quelles sont les préoccupations qui reviennent les plus? La plupart du temps, pour exemple, par rapport aux hommes, les hommes vont consulter par rapport à l'éjaculation précoce, mais je pense que c'est un sujet que les gens sont facilement à se mettre un diagnostic d'éjaculateur précoce ou autre. Surtout, moi, je suis bachelière, c'est toujours important, avant d'avoir ce diagnostic très, très strict, de consulter un spécialiste de la santé comme un urologue ou un médecin généraliste, vraiment, qui va vraiment mettre un diagnostic. Mais la plupart du temps, on pourrait voir que la problématique est plus reliée à la psychologie, donc qu'autre chose. Donc, un stress, une anxiété quelconque peut déclencher
Donc, avec des solutions, des exemples donnés à la problématique peut se résoudre. Et chez les femmes, c'est aussi similaire que ça? Chez les femmes, c'est pas nécessairement de l'éjaculation, c'est pas de l'éjaculation précoce. Chez les femmes, c'est plus par rapport dans la relation, par rapport au partenaire, ou du moins des fois il y a des femmes qui ont vécu de l'agression sexuelle dans l'enfance et qui, étant donné qu'à l'âge adulte, il y a des conséquences de l'agression qu'on a vécu dans l'enfance, à l'âge adulte, dans la vie amoureuse, difficulté à s'épanouir, difficulté à se faire confiance. Donc quand la personne remarque, surtout la femme, qu'elle a de la difficulté à s'ouvrir dans la relation, donc elle va plutôt avoir tendance à consulter. Ça, c'est bien. Mais puisque nous parlons de la sexualité, nous allons vraiment entrer dans le vif du sujet. Parce que là, c'était juste donner une image aux téléspectateurs que nous suivent pour qu'ils s'en rendent compte, en fait, avec qui nous sommes sur le plateau. Chers amis, je vous rappelle que nous avons Madame Fabienne Daïti, qui est sexologue, qui est avec nous sur le plateau. Et avec elle, nous allons entrer dans le vif détail que vous attendez. Vous savez que vous avez beaucoup de questions, vous avez beaucoup de préoccupations, que vous voulez avoir des résolutions aujourd'hui. Et elle est là, elle va nous donner des détails possibles pour que vous soyez soulagés à vos questions. Madame Fabienne, puisqu'on parle de la sexualité a plus regard à la famille, au couple de deux personnes. Est-ce que vous pouvez nous donner des étapes préliminaires jusqu'à la fin pour savoir quelles sont les étapes qu'un couple peut parcourir pour arriver à satisfaction de la sexualité dans l'ensemble? C'est une très belle question, une très grande question. Donc c'est sûr que qu'est-ce qu'un couple devrait faire pour arriver à la satisfaction dans le couple? Moi, ce que je dis souvent à brûle pour point, c'est que ça prend deux personnes, ça prend deux entités épanouies. Oui. Ça prend deux personnes vraiment épanouies avant tout. Ça prend deux personnes séparément épanouies dans son corps. Souvent on parle de sexualité, le corps est l'élément central pour vivre la sexualité et le corps, la perspective que les gens ont de leur corps pour moi, est souvent biaisé. Le corps, des fois, est synonyme de honte, de culpabilité, est synonyme de malaise. Parce que, justement, la sexualité, on la définit, on va la mal définir dépendamment de notre culture, de notre éducation. Donc, pour moi, déjà, c'est la grosse problématique. Donc, le corps est mal vu. Oui, parce que je dois signaler qu'il y a ces personnes-là qui se sentent gênées de rester nues devant leur partenaire. Oui, je rentre, pour moi, ça fait partie de ça. Il y a la honte qui est reliée au corps, la honte, la peur de montrer ce corps. Pour moi, j'aime bien présenter ce coffre. Oui. Ce coffre, pour moi, représente le corps de chaque individu. Le corps de chaque individu est un trésor que chaque individu doit apprendre à apprécier, doit apprendre à aimer. Lorsqu'on voit dans les statistiques, la plupart des individus, des femmes, n'aiment pas leur corps. Donc quand on a un trésor, si on n'aime pas ce corps, ça va être difficile pour ma part de la présenter à quelqu'un. Oui, on peut faire les activités qui viennent avec, mais on peut avoir du sexe sans humanité. On peut avoir du sexe sans s'aimer. On peut avoir c'est du sexe. Mais lorsqu'on parle de relations sexuelles, dans relations sexuelles, il y a sexualité qui vient après, mais il y a relation. Premièrement, il y a une relation au corps, une relation à son corps, une relation à soi. Et quand il y a cette relation à soi, un bien-être qui procure un bien-être pour soi-même, c'est la seule condition pour s'épanouir. C'est premièrement, il faut avoir cette relation
cette bonne relation avec soi, avec son corps, avec ses émotions, avec son esprit, avec qui on est. Oui. Comme ça, on devient trésor pour l'autre. On devient trésor pour s'offrir. Lorsqu'on va s'offrir, on va s'offrir dans la meilleure condition possible, en bon état possible. Ça ne veut pas dire ça n'a rien à voir avec la perfection dont la télévision, les médias nous offrent. Lorsqu'on parle de cette perfection, il y a un modèle de corps qui est parfait et les autres modèles ne le sont pas. Donc c'est sûr que lorsqu'on regarde ces modèles-là, une femme, c'est facile de tomber dans ce piège. Oui. Il me manque quelque Elles chose. Elles se sentent incomplètes. Quelque chose qui manque. Quelque chose qui manque. Je ne pourrais jamais plaire à un homme, à une femme. Je ne corresponds pas au modèle. Donc ici, vous voulez dire juste que, quelle que soit la morphologie de votre corps, sentez-vous à l'aise. Eh bien, exactement. On est un trésor. Chaque être humain, on est chacun unique. Donc, c'est pour cela, surtout comme sexologue, c'est ça notre travail comme sexologue, de faire prendre conscience aux individus là où est-ce qu'ils sont rendus et de leur faire prendre conscience à quel point qu'ils sont uniques. Le corps est une machine unique et chaque machine est unique. Donc, prendre soin de ce corps, c'est vraiment le b.a.-ba de l'épanouissement dans un couple. Donc, quand on prend soin de ce corps, quand on prend soin de soi, avec tout ce qu'il y a de beau, qu'est-ce qu'on peut trouver de beau ou qu'est-ce qu'on peut ne pas trouver de beau. Ça se peut comme il y a une partie de notre corps qu'on n'aime pas, mais il faut y travailler, il faut apprendre à l'aimer, il faut apprendre à s'aimer dans les moindres de détails. Il y a on est grand, on est petit, on a des rondeurs, peu importe, on est rendu là où est-ce qu'on est, donc on est un trésor à part entière. Mais parlons des corps, s'il vous plaît, je vous coupe la parole. Parlons des trésors, parlons de corps. Est-ce que la femme doit se mesurer par rapport à la demande de son mari, par rapport à son corps, ou bien elle doit rester comme ça, quelle que soit la demande du mari, elle doit se voir elle-même? Mais justement, pour reprendre mes mots, oui. on est un trésor, on est tel qu'on est. Donc c'est quand moi j'apprends à m'accepter tel que je suis, mais l'autre n'a pas le choix de... Je ne parle pas des défauts comme des choses qui sont des... Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes, on ne va pas se voiler la face. Il y a des hommes qui disent que non, ben, moi, je ne veux pas une femme avec des rondeurs. Moi, je veux une femme slim. Et la femme, quand elle a ces rondeurs-là, elle dit, ben, je dois aller au gymnase pour chercher à devenir comme un stylo. Et vous, qu'est-ce que vous dites de ça? Mais, comment je pourrais dire, là, si on revient pour répondre à la question par rapport à l'épanouissement, l'épanouissement doit être quelque chose de personnel, premièrement. Être bien dans son corps, dans sa peau, doit être quelque chose, souvent on va le voir, soit dans les films, on le fait, on veut devenir quelqu'un d'autre pour l'autre, mais c'est quelque chose au début, pour un temps ça va, mais à la longue, je vis à travers l'autre, je vis sur la demande de l'autre, on devient comme un pantin. Donc, premièrement, il faut apprendre à être bien dans son corps pour soi. Si je dois perdre, j'aime pas parler nécessairement du poids, mais si je dois perdre du poids, je le fais pour moi, pour ma santé personnelle et non pas pour l'autre. L'autre peut encourager. Là, quand je dis l'autre, la femme, ça peut être aussi l'homme ou bien la femme aussi, vice-versa. Ça peut être un encouragement, mais c'est jamais je le fais pour ton regard. Ça ne doit pas être une obligation. Ça ne doit pas être une obligation. Donc, c'est vraiment, c'est à l'individu d'assurer son bonheur, son bien-être, sa santé. Et encore une fois, quand je dis, quand ça s'est fait, des fois, on met les bœufs avant la charrue. Quand je prends soin de moi, quand j'apprends à m'accepter tel que je suis, j'apprends à prendre soin de moi, s'offrir, c'est comme offrir un cadeau. Oui. Moi, c'est vraiment... Comme Holocauste. Comme Holocauste, si tu veux. Mais comme un cadeau, lorsqu'on a plus de plaisir à offrir des cadeaux qu'à recevoir. Oui. Ça ne veut pas dire comme dans le plaisir intime, on n'aime pas recevoir, mais il y a tellement de plaisir à donner. Donc, la même chose, offrir son corps à l'autre, c'est comme quand tu offres un cadeau, puis tu attends à ce que l'autre,
tu attends vraiment voir le pétillement dans les yeux de l'autre, tellement Ouais. qu'il est content. Parce que toi, tu es fier de ton cadeau. Ah oui. Donc, malheur à quelqu'un. Donc tu attends la joie de la réception. Et la joie de la réception. Donc, moi, j'y vais avec l'image, avec cette image vraiment, pour parler vraiment du partage, de l'intimité. C'est sain quand le travail est fait Oui. sur soi-même, sur son corps, l'acceptation de soi, l'amour de soi. Donc l'autre n'a rien à ajouter en tant que tel, n'a pas à me dire quoi faire avec mon corps, mais je prends plaisir à partager ce corps. Et après avoir partagé, vous donnez votre corps, qu'est-ce qui doit suivre normalement? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Puisqu'on parle des étapes pour arriver à la satisfaction. Oui. Là, vous vous êtes déjà donné. Et qu'est-ce qui devrait suivre après avoir donné votre offrande, de vous avoir donné comme offrande à votre partenaire? Quelles sont les pistes qui doivent suivre pour accompagner la satisfaction? Mais la satisfaction déjà vient du fait de s'offrir. Oui. Mais ça, c'est vraiment comme... là, j'y vais vraiment dans l'idéal des choses, mais avec les personnes, la plupart du temps, les gens, il y a toutes ces peurs, ces craintes qui sont souvent là. La peur de se dévoiler, la peur de dévoiler le corps, la peur de se montrer à l'autre. Donc, oui, la sexualité, quand il n'y a pas cet épanouissement personnel, ça devient plus mécanique qu'autre chose. Okay. Ça devient comme plus qu'un devoir. Je suis mariée, je remplis mon devoir. Je dois faire ça. On n'est plus dans le plaisir. Alors que lorsqu'on est dans l'épanouissement de soi, dans l'acceptation de soi, dans l'amour de soi, je donne l'exemple justement du trésor que je suis. Je prends plaisir à savourer. On prend plaisir à savourer avec l'autre. Ouais. On prend plaisir à partager avec l'autre. On n'est pas dans la performance de quelque chose d'autre. On n'est pas dans la performance. La performance, on veut plaire, on veut exciter, on veut plaire, on veut faire quelque chose pour l'autre, on veut, comment je pourrais dire, par rapport à l'affaire, on veut correspondre à telle image. On veut faire quelque chose par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que la société attend d'eux, par rapport à ce que le mari ou la femme attend de l'un de l'autre. Mais là, on est dans le partage, dans la compréhension. C'est sûr que dans l'épanouissement, il n'y a pas... Là, je fais juste un résumé, mais ça prend aussi apprendre à connaître les besoins de l'autre. Ouais. Que l'homme connaisse les besoins de sa femme, que la femme connaisse aussi les besoins de l'homme. Et les deux besoins sont au diapason. L'homme est antifusionnel. L'homme, dans sa nature. Dans sa nature, okay. Il peut être beaucoup, dis-je, dans la performance de sa mécanique sexuelle. Oui. Donc, l'homme attend à avoir une relation complète pour être satisfait. Oui. L'homme, comme je dis tantôt, il est antifusionnel dans ses attentes, dans ses besoins. Il veut plaire, il veut faire valoir sa mécanique. C'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce qu'il y a un schéma qui a été établi pour faire l'amour? C'est sûr, un schéma par rapport à l'orgasme, ils vont décrire, il n'y a pas de schéma en tant que tel. Donc c'est ça en tant que tel, comme sexologue, il faut qu'on sorte les gens d'un schéma. Il faut qu'on sorte d'un... Parce qu'on doit se le dire que les gens, dans leur tête, quand il sort avec personne X et quand il va avec personne Y, il se dit, X ne m'a pas fait ce que Y m'a fait. Mais justement, c'est des attentes. Chaque individu est différent. Oui. Autant de partenaires peut-être qu'on a eu dans le passé, chaque partenaire est différent. Donc, souvent, dans un couple peut avoir de la difficulté à s'épanouir parce que justement, il y a des passés qui reviennent. Du passé qui reviennent, les attentes comment on a été épanoui dans un couple, mais on s'attend que Monsieur Jean-Jacques... Et ça ne se fait pas comme on l'attend. Soit comme l'autre, mais c'est une problématique. Okay. Donc, juste tantôt pour revenir par rapport à l'homme qui est antifusionnel et la femme,
est fusionnel. Ouais. Elle veut être aimée. Ça ne veut pas dire comme l'homme ne veut pas être aimé, c'est sa façon, ses besoins, c'est sa façon à lui de se faire aimer. Mais il y a toujours cette incompréhension, il peut toujours avoir cette incompréhension dans le couple par rapport aux besoins. Et la femme, ses attentes sont différentes, besoin d'être aimée, besoin de se faire rassurer, besoin, pas nécessairement des besoins comme l'homme qui est par rapport à la mécanique sexuelle. Donc l'expression de la sexualité. Donc vous voulez dire que la femme, elle est plus scientifique et l'homme est plus mécanique? Non, pas scientifique, je veux dire fusionnel. Okay. Donc besoin de se faire rassurer, les besoins sont émotifs, besoin de se faire écouter, besoin de tendresse, besoin d'amour. Oui. Pour moi, qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce que je peux constater? Moi j'ai été mariée, ça fait 6 ans, il y a 6 ans de cela, mon mari est décédé, c'est que même quand les deux ont l'air d'être différents, ils se complètent. Oui. C'est possible de se compléter parce que les deux besoins, si les deux besoins sont comblés, si chaque partenaire apprend à connaître les besoins de l'autre, finalement on va comprendre que la machine va bien fonctionner. Fabienne, vous savez que beaucoup de couples se séparent aujourd'hui parce que la femme trouve que l'homme est impuissant, l'homme ne le satisfait pas au lit, l'homme ne donne pas ce qu'il attend. Est-ce que vous croyez que c'est une raison pour se séparer, pour demander du divorce, puisque l'homme ne satisfait pas la femme sexuellement, ou bien il y a aussi une manière de résoudre ça? Je pourrais dire comme, là vous me posez la question, mais on n'a pas nécessairement tout... un couple nécessairement ne se sépare pas juste parce que l'homme, comment je pourrais dire, ne la satisfait pas nécessairement au niveau de la sexualité. Oui. Des fois, il y a toute une panoplie d'éléments qui, comment je pourrais dire, qui peuvent faire en sorte que le couple se sépare. Donc, il y a plein d'éléments que nous, on ne sait pas. Donc, c'est pour cela, comme quand les gens viennent consulter, ne serait-ce qu'avec moi, en relation d'aide, pour un problème sexuel, il y a plein d'autres choses qu'il faut voir autour, parce qu'on sait que, premièrement, la sexualité, il y a plein de dimensions qui l'influencent. Il y a au niveau de la santé, au niveau biologique, la santé générale d'une personne peut influer sur sa sexualité. Quelqu'un, par exemple, qui vit le diabète, avec le diabète, c'est sûr qu'il y a des problèmes liés aux personnes qui vivent le diabète spécifique, qui peut avoir la difficulté au niveau érectile. Donc, c'est dû aux médicaments et toutes sortes de choses. Donc, ce que je dis souvent aux gens, c'est vraiment comprendre l'expression de la sexualité. Oui. Comme tantôt, je parlais que l'homme est beaucoup axé sur sa mécanique. Donc, imagine, dans le meilleur des mondes, l'homme ne voit que juste la mécanique de la sexualité et non pas l'autre côté non mécanique de la sexualité. Donc, le jour où la mécanique tombe en panne, on pourrait dire, pour toutes sortes de raisons. Oui. Donc, est-ce que ça veut dire comme le couple est fini? Ça veut dire comme il n'y a plus d'épanouissement? Non, c'est faux. Parce que la sexualité, on dit souvent qu'il y a 2 expressions à la sexualité. Il y a l'expression génitale et il y a l'expression non génitale. Donc, des fois, on va dire que l'homme aime plus le sexe, et faire le sexe que la femme. Un sexologue va dire pas nécessairement, sauf que c'est l'expression de la sexualité qui est différente. Alors, ce qu'on va dire dans le langage populaire, les préliminaires, donc les préliminaires, on va passer les préliminaires et on passe à autre chose, à la vraie chose, c'est ce que les hommes disent. Mais les préliminaires, c'est une expression de la sexualité, les caresses, la tendresse, l'affectivité, la romance, tout le jeu ludique qui est autour de la sexualité pénétrative en tant que telle. Avant la pénétration. C'est une relation, c'est une expression de la sexualité qui est des fois
qui peut être plus favorable chez les femmes. Les femmes aiment ça plus, être caressées, plus entendre de la tendresse, des jeux sexuels, pour justement commencer à l'inciter, parce que la sexualité d'une femme est plus fluide, elle a besoin de plus de stimulation, oui, pour justement, pour avoir la même capacité. C'est pas une capacité érectile comme l'homme, mais pour que justement que la femme soit lubrifiée. La lubrification, c'est comme l'équivalent de l'érection, un exemple, chez l'homme. Donc, la femme qui n'est pas lubrifiée, ça peut être un point central que l'homme doit comprendre. Que ce n'est pas encore le moment. Exactement, que ce n'est pas encore le moment, il manque quelque chose. Donc, la femme doit être encore plus stimulée pour que, à moins qu'il y ait des problèmes, oui, de lubrification, donc on peut utiliser des lubrifications plus à base d'eau pour ne pas justement irriter. Des lésions, des choses comme ça. Exactement. Okay. Donc, c'est ces expressions-là, il ne faut pas les minimiser. L'expression non génitale, la femme en a besoin, la plupart certaines femmes, pas toutes les femmes, on a besoin vraiment comme pour justement être stimulée et justement pour être détendue. Et comme ça, l'homme qui est plus au niveau génital, mais ça va être juste être con. Ok. Est-ce que pendant les rapports sexuels, il y a des positions qui ne sont pas conseillées, qui sont déconseillées? Comment je pourrais dire? Moi, je dis souvent comme c'est là que la créativité doit être de mise. La sexualité, il n'y a pas quelque chose qui est bon, donc chaque couple, donc c'est vraiment dans les jeux ludiques, dans le fait de se laisser aller, oui, va trouver son... Va inventer des choses. Il faut inventer. Moi, va créer des choses. Peut-être d'autres vont utiliser un exemple, le Kama Sutra. Ça se peut que le Kama Sutra ne fait pas l'affaire de tout le monde, oui, mais allez-y, inventez. Si quelqu'un a dû inventer les 300, je ne sais pas combien de positions du Kama Sutra, oui, ça ne veut pas dire comme que c'est fini. Oui. Donc, c'est là qu'il faut être créatif, il faut inventer les jeux de rôle. Inventer qu'est-ce qui nous fait plaisir. Oui. Donc, le couple est unique. Donc, je dis souvent, ce moment, c'est un jeu d'enfant. Oui. C'est le moment d'oublier les problèmes. De blaguer. Exactement. Ça prend la détente, ça prend la blague. Si on vient juste sous le fait de la mécanique, de remplir un devoir. Trop sérieux. C'est la dernière place qu'il faut. Parce que là, ça prend, le sérieux, oublie ça. C'est là qu'on développe des problématiques qui n'existaient pas. Oui. Donc, le sérieux, on est trop sérieux. Il y a l'amour, la joie, la détente n'est pas au rendez-vous. Donc, il faut être ludique. Il faut essayer des choses. Donc, des fois, il faut essayer toutes sortes de choses, savoir il faut explorer la sexualité. Mais est-ce qu'il y a des positions qui peuvent pousser à la femme d'avoir plus vite l'orgasme pendant la sexualité, disons, pendant les rapports sexuels? C'est pas quelque chose que moi-même, que j'ai exploré, que j'ai étudié en tant que tel. Oui, ça se peut qu'il existe des comme je le dis, il faut explorer. Oui. Et l'exploration n'a pas de limite. Il faut explorer. Jusqu'à trouver. Il faut explorer jusqu'à... Moi, je pense que c'est là où il faut pas que la sexualité devienne mécanique. Dites-nous, je pense que c'est ça, on est rendu là. Oui. Dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir du plaisir. Oui. Moi, je pense que c'est le non-plaisir. Oui. Si je dois dire à quelqu'un qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir du plaisir, c'est pas mathématique. C'est pas mathématique. Donc, c'est dans l'exploration. Le corps est comme une carte géographique qu'il faut aller découvrir. Il faut chercher où s'installer. Il faut chercher. Ça, c'est bien. Comme vous suivez, on est avec Madame Fabienne d'Haïti qui donne des explications. Vraiment, je pense que partout où vous nous suivez, vous êtes satisfaite de ces réponses. Et nous allons peu à peu vers la fin de notre émission. Mais Madame Fabienne, pendant les rapports sexuels, quelle est la place des cris, des paroles, dans la communication dans le rapport sexuel? Donc, c'est sûr que c'est quelque chose de très personnel à chaque individu. Oui. Un individu va crier. Donc, c'est vraiment selon l'émotion, selon la jouissance du moment. Oui. Chaque individu. Je
pense que tantôt tu parlais aussi de la communication. Oui. Il y a communication intime, donc c'est important, pas nécessairement pas dans l'acte, même il faut qu'il y ait une communication intime dans le couple pour que chacun puisse exprimer vraiment ses désirs, ses besoins, pour que l'autre, comment je peux dire, sache comment satisfaire son partenaire. Donc c'est important d'établir qu'il puisse avoir un moment, qu'il puisse avoir cette communication intime. C'est quoi que j'aime, voilà comment j'aime les choses, voilà comment j'aime être touchée. Quand tu fais ça, j'aime mieux ça. Quand j'aime pas quand tu me fais ça. Donc il faut pas que l'autre, dépendamment comment on le dit, le prenne mal, comme si non, si je suis le mauvais partenaire, je suis pas assez performant, mais le prenne plutôt comme une direction. Comme on parlait tantôt, d'exploration. Pour explorer, il faut communiquer. C'est ça. Donc, j'aime ça, j'aime pas ça, j'aime ça plus lentement, j'aime ça moins lentement, mais plus rapide. Ouais. J'ai plus de jouissance quand tu fais ça de telle façon. Donc, c'est vraiment en communiquant. Donc, on va finir par comprendre qu'est-ce que l'autre veut. Et au travers de cela, en communiquant, donc vraiment, l'autre va exprimer ses émotions, ses sentiments, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Donc c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir, que le couple va s'épanouir. Mais des fois, ce que j'ai l'impression, c'est que il y a... peut-être que c'est ce que je crois, comme surtout lorsque je vois des gens qui viennent me rencontrer, je pense que je suis là pour rendre l'autre heureux. Pour rendre l'autre heureux. Ça, on se met vraiment un gros fardeau. Oui. Et c'est là que le stress... Alors que le bonheur devait être partagé. Devrait être partagé. Oui. Ou du moins, tout simplement, chacun doit exprimer qu'est-ce qui lui fait plaisir. Ok, mais puisqu'il y a des gens qui disent, moi, ma femme, ça fait une semaine, on ne fait pas l'amour, elle est trop réservée. Dans un couple, combien de fois, normalement, devrait se faire l'amour? Il n'y a pas de... Dans une semaine, je prends l'exemple d'une semaine. Il n'y a pas de... Comment je pourrais dire? Ça dépend de chaque individu. Oui. Est-ce que l'autre est disponible émotionnellement, Oui. affectivement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le tracasse? Donc, lorsqu'on parle de la relation de couple, intime, ne commence pas nécessairement au lit. Ça commence tout simplement déjà dans la relation. Comment va la relation Oui. en tant que telle? Un exemple, dans un couple, l'autre est toujours... on sait malheureusement, il y a des gens qui vivent la violence conjugale. La violence conjugale. Le corps, qui est l'élément central pour vivre sa sexualité, est maltraité. Juste, on se met dans le contexte. Oui. Puis après, on veut que ce corps soit disponible pour satisfaire l'autre. Donc, la mécanique peut être là, Ouais. mais l'être humain n'est pas un robot. Mais pas l'informatique. pas les émotions. Ouais. Sinon, c'est juste une partie de jambe en l'air, comment on peut appeler ça. Oui. Il y a du monde qui paie pour avoir du sexe, mais là, on parle dans le cadre d'une relation de l'amour, pas du sexe. Il y a de l'amour, Oui. c'est pas un marchand de sexe, c'est pas quelqu'un qui est disponible pour répondre à nos caprices, mais Oui. c'est des gens avec des émotions, qui vivent avec des émotions positives, négatives, des peurs, des craintes. Au travail, ça va peut-être pas bien. On a besoin de quelqu'un qui est à notre écoute. Surtout, on est dans le confinement. Oui. Le confinement, quelque chose qui est confinement presque mondial, qui est du jamais vu, Oui. qui génère du stress à n'en plus finir. Beaucoup ont perdu leur emploi. Les enfants qui sont à la maison, qui ajoutent le stress, qui vient exacerber encore Oui. le stress pour chaque individu. La charge mentale, la charge émotionnelle est augmentée au centuple. Donc, c'est là qu'il faut comprendre l'importance de l'écoute, d'écouter les émotions que vive l'autre, Oui. Les émotions que ressent l'autre, la peur, la crainte. Les gens sont dans l'inquiétude, les gens sont dans... Tout le monde vit cette incertitude, parce qu'on ne peut pas vivre dans un couple et ne pas
et ne pas souligner cet aspect. Cet aspect dans le couple, c'est passé à côté, puisque les émotions nous font vivre plein de choses, et quand on vit dans nos émotions, si on est heureux, ben, le corps est détendu, si on est stressé, mais le corps est tendu. Oui. Donc la relation a beaucoup d'intérêt à commencer, comment je pourrais dire, par l'écoute des émotions, par l'écoute pour savoir comment l'autre va, comment je peux aider l'autre, parce que c'est tout ça, c'est une valse qu'on peut dire. Oui. L'intimité sexuelle, c'est une valse qui commence qui commence dans le quotidien. Oui. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être disponible pour quelques minutes dans la chambre, alors que toute la journée était mal passée. Toute la journée était mal passée. Ouais. C'était le volcan au niveau de ses émotions. Okay. Donc, est-ce que vous croyez qu'un couple a besoin de suivre une certaine formation pour sa sexualité? Disons pas nécessairement suivre une certaine formation, mais comme je dis, les professionnels au niveau de la sexualité sont là. Juste ici, je pense qu'on a passé beaucoup de temps à parler vraiment de la sexualité en tant que telle, mais on voit l'importance des fois juste d'avoir des préjugés par rapport à la sexualité, juste à savoir par rapport aux attentes dans le couple, oui. Juste trier le vrai du faux, oui. Peut être déjà une bonne chose pour consulter. Ben, puisque vous savez que la sexualité, chez nous dans la communauté, c'est un peu un sujet tabou, surtout devant les enfants. Mm-hmm. Il ne doit pas se parler de sexe, de sexualité, tout ça, machin. Mais est-ce que vous trouvez que c'était quelque chose qui était mal ou qui était peut-être mal interprété ou qui doit vraiment changer? On devrait parler sexualité même aux enfants, à la famille. Est-ce que c'est important? Oui, lorsqu'on sait que la vie affective se bâtit justement dans la famille. Oui. Il y a une différence entre quand on a une vie affective satisfaite, comblée dans la famille. Oui. Donc, un partenaire n'est pas là pour combler nos vies affectives. Oui. La famille, les parents, les amis autour. Oui. Quand on a une vie affective stable, dès l'enfance, c'est sûr que ça va avoir un impact dans la vie amoureuse d'un individu. Donc oui, comme je le répète, le corps est l'élément central pour vivre sa sexualité. Oui. On a besoin, dès l'enfance, d'apprendre à l'enfant à respecter son corps, à aimer son corps, à apprendre à le nommer. Parce que ne pas le nommer, ça crée une honte. Oui. L'innommable, ça fait peur. C'est créer une image en soi, en tête. Créer une mauvaise image en soi de son corps. Oui. Et comme parent, lorsqu'on a des enfants, comment le parent parle lui-même de son corps. Mais je suis pas assez grosse, je suis pas assez belle, je suis pas assez si. Mais l'enfant, les enfants sont en train de construire leur image de soi, sont en train de construire leur estime de soi, leur image corporelle. C'est des choses qui sont reliées. Oui. L'image corporelle, c'est vraiment relié à notre estime de soi. Et lorsqu'on a une bonne estime de soi, on est capable de prendre des bonnes décisions pour notre sexualité. On est capable de prendre des décisions de façon sécure pour notre sexualité. Donc le fait comment je pourrais dire, d'avoir une mauvaise image de notre corps, c'est là qu'on prend des mauvaises décisions. On a des comportements sexuels malsains, qui est malsain pour nous. Donc, qu'on soit adulte ou enfant. Donc, c'est important que les enfants sachent c'est quoi l'intimité même. Oui. L'intimité, c'est apprendre à respecter son corps. Bien sûr. Quand tu apprends à respecter ton corps, tu apprends à te faire respecter par les autres. Ça, c'est quelque chose de très important. Ouais. Aujourd'hui, la pornographie envahit le monde. Sur le téléphone, les enfants ont accès à tout. Est-ce qu'un couple aussi doit regarder les films pornographiques pour se stimuler? Est-ce que c'est bon? Ça va dépendre, comment je pourrais dire, ça va dépendre de la perspective de
chaque professionnel. Il y a la plupart des professionnels, certains professionnels vont trouver ça comme un genre de solution pour que le couple soit stimulé, comme modèle. Ça dépend de chaque individu. Pour moi, c'est ni bon ni mauvais. C'est sûr que moi, comme sexologue, je suis chrétienne aussi. Et sans nécessairement juger mes collègues qui peuvent utiliser ce moyen pour stimuler, pour aider les couples à avancer dans leur épanouissement, je dirigerai mes clients dans une autre direction. Je donnerai d'autres solutions qui sont possibles. Qu'est-ce que vous proposerez à vos clients comme chemin de sortie? Ok. C'est sûr que moi, je regarde souvent par rapport à la dimension, aux diverses dimensions de la sexualité. La sexualité, les dimensions qui l'influencent, c'est la biologie, c'est la psychologie, c'est le socio-culturel, l'affectif, la dimension religieuse, la dimension morale, religieuse et spirituelle. Et beaucoup, l'être humain, ce que les individus, je ne suis pas nécessairement en thérapie, ni en sexothérapie, puisque j'en fais pas, mais j'utilise beaucoup cette dimension qui est la spiritualité pour en parler à mes patients qui viennent me voir, même s'ils ne sont pas nécessairement chrétiens, parce que l'être humain, pour moi, reste et demeure spirituel. Oui. La plupart des problèmes, on va voir comme des problèmes dans le couple. Si on fouille dans le couple, on va voir que chaque être humain a ce vide existentiel qui est chez l'être humain, chez chaque individu. Donc, c'est vraiment ce que je préconise souvent, c'est vraiment de travailler sur soi, de travailler vraiment le bien-être de soi, de travailler vraiment le bien-être de soi, de l'individu, justement, comment je pourrais dire, quand deux partenaires se sont rencontrés. Moi, je me dis souvent, c'est pas la pornographie qui les a excités au début. Oui. Mais on sait que dans la relation amoureuse, dans la relation de couple, la passion est très, très, très présente au début. Quand je parle de la passion, de l'excitation physique, l'autre m'attire. Mais cette passion, les gens, ils savent pas, dans les écritures, au niveau des écrits scientifiques, la passion a tendance, va diminuer, c'est automatique, c'est tout à fait normal. Parce que quand les individus se rencontrent, on s'aime, on veut paraître nécessairement dans nos beaux côtés. Oui. On ne connaît pas l'autre. Le côté caché. Le côté caché. Oui. Et justement, c'est le côté caché qu'on arrive à connaître qui fait en sorte que l'autre ne nous attire plus. Oui. Finalement, on était attiré par l'autre pour ses bons côtés et non pas pour ses bons côtés. Donc, on devrait normalement supporter les deux côtés. Hein. Exactement. Donc, en travaillant avec les partenaires, vraiment, sur ce qui les attiraient les uns envers l'autre dès le début. Donc, c'est ça. C'est vraiment travailler sur la relation. Qu'est-ce qui faisait, qu'est-ce que j'aimais chez l'autre? Pourquoi maintenant vraiment les faire questionner, les faire prendre conscience. Qu'est-ce qui était là au début? Oui. Qu'est-ce qui disparaît? Oui. Tout simplement, pas parce qu'il ne s'aime plus, pas parce que c'est plus intéressant, mais on connaît l'autre avec ses faiblesses, mais que maintenant, c'est à ce moment-là que le vrai amour va commencer. Okay. La masturbation, est-ce pour vous un moyen de se satisfaire, puisqu'on est célibataire, puisqu'on est en couple, mais on n'est pas satisfait avec le rapport sexuel, ou c'est quelque chose que vous déconseillez? C'est pas une question que je déconseille ou pas. Dans le couple, la masturbation c'est une pratique. Si dans le couple on l'utilise, je crois pas qu'il n'y a pas de problème en tant que tel. Mais là où le bas blesse, ça n'a rien à voir avec ma chrétienté en tant que telle. Je parle de la sexologue tout simplement. Ce que les gens ne voient pas nécessairement. Oui, l'individu peut se masturber seul, mais ça peut créer un effet, une habituation, une sorte d'autonomie, indépendance. Ouais. Dans le sens que je me masturbe, finalement,
j'ai pas besoin de l'autre, et au fur et à mesure, ça peut couper, ça peut créer une scission dans le couple. Ouais. L'intimité affective, l'intimité sexuelle doit se faire à deux dans le couple. Et moi, si l'autre comment je pourrais dire, se satisfait seul, ça crée succinctement, très, très sournoisement, c'est comme ça crée un besoin, comme je n'ai pas trop besoin de l'autre pour me satisfaire. Alors si on est en couple, c'est pour être satisfait nécessairement à deux, alors que la masturbation, c'est un plaisir personnel. Mais d'autres, encore une fois, je le redis, d'autres professionnels peuvent ne pas nécessairement trouver cet aspect important, mais pour moi, oui. Est-ce que vous croyez que le sexe a de l'impact dans le divorce ou dans la séparation d'un couple? S'il a un impact. Oui, c'est à cause du sexe que les gens peuvent se séparer. Si on est marié, c'est parce qu'on a été attiré par quelqu'un, Oui. On a été excité physiquement par quelqu'un. Oui. Donc c'est sûr que dans l'intimité sexuelle, si ça ne se passe pas, le manque d'intimité sexuelle, malheureusement, peut être une cause de divorce. Ok. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas moyen, en De réparer. consultant justement, Oui. il y a moyen de C'est pour trouver une cela, solution. Madame Fabienne est là pour de tels problèmes. Tous les autres sexologues. Et les autres sexologues, bien sûr, mais puisqu'on est avec vous sur ce plateau, donc c'est pour ça que vous êtes là pour résoudre des problèmes comme ça, pour rendre le sourire, rendre l'amour, rendre la sensualité dans le couple, que l'homme aime sa femme et que la femme aime son... Mais dans tout ça, qu'est-ce que un couple peut retenir pour son épanouissement? Pour son épanouissement, je vais résumer toujours à mon petit coffre. Oui, Être un trésor pour soi. oui, Apprendre justement à assurer son bien-être personnel. oui. Disons, à chercher à se découvrir soi-même, à découvrir le trésor qu'on est pour soi, tant du côté de l'homme que de la femme. Parce que lorsque deux trésors se rencontrent, c'est là qu'il y a une explosion, c'est là qu'il y a l'épanouissement de deux êtres. Mais lorsque l'un ou l'autre n'est pas épanoui, ces deux personnes, c'est comme deux inconnus, deux personnes qui ne se connaissent pas, qui vont à la rencontre de l'autre. Parce que quand tu apprends à te connaître, que tu apprends à t'épanouir, c'est là que tu as des choses à dire à l'autre. Oui. Et c'est là que la relation va commencer. Mais si j'ai rien à dire sur moi-même, si j'ai rien à offrir à l'autre, c'est comme si... N'attends pas qu'on t'offre quelque chose. Exactement. Merci beaucoup, c'était un plaisir pour vous qui avez suivi cette émission avec Fabienne Daïti, sexologue. Vous pouvez nous contacter pour avoir des réservations, pour parler avec elle. Madame Fabienne, vous avez un dernier mot pour les gens qui nous suivent? Alors, je vous souhaite en ces temps de fête, de passer de joyeuses fêtes et de trouver vraiment cet épanouissement, premièrement en vous et en couple. Ça va se suivre de façon naturelle. Donc, soyez un trésor pour vous-même et soyez épanoui pour vous-même. Découvrez vraiment l'épanouissement pour vous-même. Assurez votre bien-être pour vous-même et après, à deux. Merci Madame Fabienne Daïti pour votre disponibilité et de nous avoir reçus chez vous où on a tourné l'émission et d'avoir participé à notre émission Et si on parlait. Alors c'était Philémon Mavungo de Afro-Canada TV. Pour tous nos amis, nos téléspectateurs, vous qui êtes ici pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner sur notre site Afro-Canada TV. À la prochaine.